Bon, allez, commençons, c'est 11h02. Allez, donc bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire que nous avons intitulé Fonctionnement et appropriation de la blockchain, des success stories en Auvergne, et qui sera animé par Pascal Lafourcade, ancien chercheur à l'Université Clermont-Auvergne et travaillant également au LIMOS, le laboratoire d'informatique de Clermont-Ferrand. Ce webinaire prend place dans le cadre du projet européen Block for Coop, un projet européen soutenu par le programme Interreg Sudway, dont CIM, le pôle de compétitivité, est partenaire, avec Clermont-Auvergne Métropole, dont Estelle est présente aujourd'hui. Ce webinaire fait suite à un premier webinaire qui a eu lieu le 9 juillet 2020, qui était un webinaire d'initiation et de découverte de la technologie blockchain. Donc, nous vous invitons à le regarder. Alors, certains d'entre vous étaient déjà présents. Vous pouvez le voir en replay. Il est disponible sur les chaînes YouTube, sur le site internet du projet et sur les sites, je pense, des partenaires. Donc, il n'y a pas de mal pour le retrouver. Donc, n'hésitez pas à y jeter un œil. Donc, quelques rappels au préalable pour que tout se déroule parfaitement. Donc, veuillez bien couper vos micros lors des interventions des différents intervenants. Si vous avez des questions, bien les rédiger en priorité dans l'onglet QR que vous retrouverez en bas de votre écran. Ma collègue Estelle se chargera de récolter les questions et les posera aux intervenants au moment le plus approprié. Si jamais vous avez une question orale, mais ce sera plutôt pour la fin du webinaire, s'il nous reste du temps, levez la main pour qu'on puisse vous remarquer et qu'on vous laisse la parole afin que vous puissiez poser votre question à l'intervenant de votre choix. Et enfin, pour information, ce webinaire, comme le premier, il est enregistré. Donc, un lien vous sera communiqué pour y accéder. Ainsi que les différentes présentations si vous le souhaitez. Alors, avant de donner la parole à notre animateur Pascal Lafourcade, un petit rappel. Donc, les partenaires du projet Block for Coop, c'est le pôle de compétitivité CIM, qui est le pôle de la mécanique des procédés de la performance de production sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, et Clermont-Auvergne Métropole, qui donc représente la métropole de Clermont. Ce webinaire est soutenu par Digitali, qui est le cluster des entreprises de numérique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il sera animé, je l'ai cité en introduction, par Pascal Lafourcade, enseignant-chercheur à l'UCA et au LIMOS. Et nous avons le plaisir de faire ce webinaire avec les interventions de deux entreprises auvergnates, DomRaider et BeWise, qui chacune, à la suite de la présentation de Pascal, présenteront un projet qui est en lien bien évidemment avec la technologie blockchain. Et nous verrons que cette technologie-là permet d'être peut-être utilisée de différentes manières. Ce sera très intéressant. Alors, commençons ce webinaire et je donne donc la parole à Pascal qui va faire sa présentation. Merci Pascal. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation et merci pour cette introduction. Donc, le webinaire va avoir deux temps. Je vais d'abord commencer par essayer de vous expliquer le plus clairement possible le fonctionnement de la blockchain. Et après, on aura deux témoignages de la part de Étienne Roudex et Marius Lombard-Platé qui vont vous parler de comment la blockchain a été intégrée dans leur entreprise. Donc, je travaille au LIMOS, qui est le laboratoire d'informatique, modélisation et optimisation des systèmes de l'Université Clermont-Auvergne. Et un de mes thèmes de recherche, c'est la blockchain et les crypto-monnaies. Donc, pour bien comprendre comment fonctionne la blockchain, je vais m'attarder plus spécialement sur le fonctionnement de Bitcoin parce que ça a été une vraie révolution et va vous permettre de comprendre ce qu'on peut faire avec la blockchain. Bien entendu, vous pouvez développer une blockchain sans interaction monétaire, mais son fonctionnement restera principalement le même. C'est juste que vous ne servirez pas des, entre guillemets, coins qui pourront être produits par votre blockchain. Donc, voilà. Donc, le plan de ma présentation est tout d'abord les origines Bitcoin, un petit rappel de cryptographie parce qu'on va quand même rentrer dans le vif du sujet. Il n'y aura pas de mathématiques, mais juste des rappels de certaines notions.
Après, on plongera au cœur de Bitcoin et après, on verra les alternatives qu'on peut avoir à Bitcoin en termes de sécurité et d'innovation. Et derrière, on parlera un peu de la blockchain avant de laisser la parole à mes deux collègues. Alors, tout d'abord, à l'origine de Bitcoin. Donc, Bitcoin, c'est une monnaie électronique qui a été créée en 2009-2008 par Satoshi Nakamoto. Et qui, un Bitcoin valait au 17 septembre 9 261 euros. Voilà. La plus petite unité de monnaie du Bitcoin, c'est un Satoshi, qui est le prénom de la personne qui a inventé ça. Alors, on ne sait pas si c'est une vraie personne ou un pseudonyme. Tout le monde pense que c'est un pseudonyme. Donc, on ne sait toujours pas qui a inventé cette crypto-monnaie qui est une révolution. Le taux de change de Bitcoin, comme vous pouvez le voir ici, a fortement varié. Donc, voilà, il y a des pics à 15 000 euros et au début, ça ne valait pas beaucoup. Donc, ça, c'est des échanges et des fluctuations monétaires sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. Mais je pense que le fait qu'il y a eu cette croissance très, très rapide de la valeur du Bitcoin, vous avez sûrement entendu parler de cette crypto-monnaie. Alors, pour payer en Bitcoin, vous avez des pièces qui ont différentes tailles et vous allez envoyer ces pièces à un participant qui va le recevoir. Donc ici, par exemple, ces 18 pièces vont aller à Bob. Et en fait, si vous avez pris une pièce ici de 6 et une pièce de 13, vous avez 19. Donc vous êtes obligé de vous rendre un peu. Donc pour pouvoir diviser les pièces en sous-pièces, vous allez vous autoriser à vous rendre de la monnaie. Donc si ça, c'est le portefeuille d'Alice, les 1 Bitcoin ici vont retourner à Alice. Donc avec ces mécanismes-là, on n'a pas de problème de couper les pièces en aussi petites coupure qu'on veut et on peut associer n'importe quelle pièce ensemble. Donc ça, c'est vraiment le principe de Bitcoin. Alors, ce qu'on va vouloir pour une propriété de monnaie électronique, première propriété, c'est que vous ne soyez pas capable d'en créer à partir de rien, en fait. Vous n'êtes pas capable de créer de la fausse monnaie. Donc, vous ne pouvez pas, dans votre garage, créer des bitcoins facilement. Il faut que ce soit quelque chose qui soit compliqué, qui vous demande de la ressource. Une autre des propriétés qui a été très compliquée, c'est d'éviter la double dépense. Vous ne pouvez pas dépenser un bitcoin 2 fois. OK? Parce que sinon, j'aurai une pièce et je pourrais la dupliquer pour la dépenser dans 2 commerces. Donc, on va vouloir éviter ça. Et donc, pour éviter ça, on va se baser sur le fait que ça soit décentralisé et un réseau distribué. Et dernier point, on va peut-être vouloir avoir respect de la vie privée des transactions, donc pas pouvoir identifier qui a acheté quelque chose avec des bitcoins ou pour pouvoir tracer une personne pour savoir qu'elle a acheté des choses dans plusieurs magasins. Donc ça, c'est des propriétés qu'on pourrait vouloir avoir sur une monnaie électronique qui sont des propriétés qui sont similaires, voire plus fortes que certaines monnaies physiques. Par exemple, si vous payez tout avec des pièces de 2 centimes, de 1 centime ou de 1 euro, vous n'êtes pas traçable, et vous ne pouvez pas être identifié. Par contre, si vous payez avec un chèque ou un billet, vu qu'il y a des numéros sur les chèques et les billets, vous allez pouvoir être tracé. Donc ça, c'était pour le principe des crypto-monnaies. Maintenant, je vais vous faire quelques petits rappels de cryptographie qui vont être utilisés derrière Bitcoin et derrière la blockchain. Alors, première chose, il faut savoir qu'il y a 2 techniques pour chiffrer des messages. Donc, la première, c'est technique de chiffrement symétrique qui utilise la même clé ici, K, et la même clé ici, K, pour déchiffrer. Donc, vous prenez votre message, vous utilisez une fonction mathématique en AES ou DES. Donc, AES, c'est le standard en vigueur qui est normalisé par le NIST, l'Institut national de labellisation internationale et américain qui labellise les standards. Donc, avec cette technique de chiffrement, vous allez utiliser la même clé pour chiffrer un message et le destinataire doit connaître la clé pour pouvoir le déchiffrer. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça chiffrement symétrique. Par opposition, en 1977, Rivers, Shamir et Adelman ont créé une vraie révolution en proposant un chiffrement à clé publique. Donc, cette fois-ci, on a ici une clé qui est diffusée à toutes. Donc, celle-là, elle est diffusée à tout le monde. Et une clé qui est secrète, que seul celui qui veut déchiffrer le message connaît. Donc, cette clé publique est disponible et on la diffuse via des annuaires ou sur des pages web. Donc, par exemple, si vous voulez m'écrire un message chiffré, vous allez pouvoir récupérer ma clé publique qui est sur ma page web et moi, je vais recevoir votre mail chiffré et grâce à la clé secrète que je suis le seul à posséder, je vais pouvoir le déchiffrer.
Donc, des exemples, c'est RSA ou Elgamal, qui sont des cryptosystèmes très connus et qui permettent de faire des chiffrements de messages à clé publique. Donc, on voit bien ici que pour m'écrire, vous avez juste besoin de récupérer ma clé publique et pas d'échanger une clé symétrique avec moi. Donc, c'est beaucoup plus facile de communiquer avec ces technologies-là. Une autre chose qu'on va vouloir faire, c'est signer des messages pour être sûr que ce soit la bonne personne qui va faire. Donc, quand vous allez donner une pièce à quelqu'un, on va vouloir avoir la signature que c'est la bonne personne qui va vous devoir donner la clé. Donc, pour ça, on va utiliser des signatures comme au temps des rois où on faisait un sceau sur les lettres pour être sûr que ce soit le roi qui l'ait utilisé et qui l'ait écrit. Donc, ici, on va utiliser la signature électronique. Donc, il existe une signature basée sur le chiffrement à clé publique RSA. Et donc, cette fois-ci, je vais utiliser ma clé privée ici pour signer ma transaction. Et toutes les personnes qui connaissent ma clé publique vont pouvoir vérifier que c'est bien moi qui l'ai signé. Et ils seront convaincus que c'est moi qui ai généré ces messages. Donc ça, c'est les primitives de base dont on a besoin. On va avoir aussi besoin d'une autre primitive pour bien comprendre. C'est ce qu'on appelle des fonctions de hachage. Donc une fonction de hachage, c'est quoi? C'est quelque chose qui prend n'importe quel fichier et qui vous donne une empreinte qui a une taille fixée. Donc, par exemple, si vous prenez n'importe quel humain pour avoir une image, ça va son empreinte digitale du pouce et tous les humains ont la même taille d'empreinte digitale du pouce. Donc, voilà. Il existe plusieurs fonctions de hachage. J'ai donné les principaux nœuds, non au-dessus, qui sont utilisés dans le Bitcoin. Les propriétés qu'on va vouloir avoir sur ces fonctions de hachage, c'est trois propriétés. Une propriété de pré-image, c'est-à-dire qu'à partir de la fonction de le résultat de la fonction de hachage, qui est son empreinte, il est impossible de remonter à la personne qui possède cette empreinte. La deuxième possibilité, c'est la seconde préimage. C'est à partir d'une personne et d'une empreinte, il est impossible de créer une deuxième personne qui ait la même empreinte. Voilà. Et enfin, la propriété la plus importante qu'on va vouloir, c'est la propriété de résistance à la collision. C'est-à-dire qu'à partir de rien, il est impossible de créer deux personnes qui ont exactement la même empreinte. Donc, c'est ça les propriétés de sécurité qu'on va vouloir sur les fonctions de hachage. Et les fonctions de hachage qu'on considère ici ont toutes la propriété de collision-résistance. Alors, après ces petits rappels de cryptographie, en espérant que tout va bien et que vous avez réussi à suivre, nous allons passer au fonctionnement de la crypto-monnaie Bitcoin. Alors, premièrement, quelques caractéristiques. Le nombre total de Bitcoin qui va être généré est 21 millions de Bitcoins. À l'heure actuelle, il y a à peu près plus de la moitié des Bitcoins qui ont déjà été créés. Donc, ça veut dire qu'il en reste encore quelques millions à découvrir et à générer. Toutes les transactions de Bitcoin vont utiliser ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire la signature et le chiffrement à clé publique. Dans Bitcoin, c'est super facile d'ouvrir un compte. Pour faire ça, il faut quoi? Il faut posséder une clé publique. Donc, ça, c'est une clé publique. Voilà. Et appliquer deux fois deux fonctions de hachage. Et ça, c'est votre numéro de compte. Donc, pour pouvoir avoir un compte en Bitcoin, il ne faut pas aller à la banque. Il faut juste être sur son ordinateur, générer une clé publique ECDSA, qui est basée sur les courbes elliptiques. Donc, ça, votre ordinateur, il sait le faire. Il tire des nombres aléatoires. Il génère une clé publique, une clé privée. Vous gardez bien votre clé privée, parce que ça va vous servir pour la suite. Et vous diffusez votre clé publique avec le haché deux fois avec la fonction SHA-256 et RIP-160. Et donc, ça, c'est votre numéro de compte. Et donc, toute personne qui va avoir votre numéro de compte va pouvoir vous envoyer de l'argent. Un point très important, c'est qu'en Bitcoin, toutes les transactions sont publiques. Et donc, ces transactions vont être inscrites sur une blockchain. Et j'ai pris un petit dessin ici pour vous mettre la représentation d'une blockchain. Une blockchain, c'est juste une chaîne où les blocs sont liés les uns aux autres. Et dans Bitcoin, la chaîne qui fait foi, pour savoir sur quelle chaîne on va écrire, c'est la chaîne qui est la plus longue. Donc, ça sera celle-là sur l'exemple que j'ai pris ici. Donc, toutes les transactions qui vont être sur cette chaîne, c'est-à-dire pour passer d'un bloc à un autre, on va avoir des transactions. Et ici, ces transactions ont été validées. Donc, toutes les transactions que j'ai notées ici avec un petit point rouge, si mon stylet remarche, voilà, sont des transactions qui ont été validées et qui font partie de la blockchain de Bitcoin. Okay.
Donc, si on pense en termes de Bitcoin, c'est des transactions monétaires, mais si on pense juste en termes de blockchain, ça va être des transactions, des données que vous allez écrire dans un registre distribué. Et comme on l'a vu dans le dernier séminaire, ce registre distribué va être décentralisé, inaltérable, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir modifier ce qui a déjà été écrit une fois que c'est validé par les mineurs qui vont écrire à l'intérieur, infalsifiable, auditable et vérifiable. Donc, voilà. Donc, pour ça, on va voir comment ça fonctionne en détail, pour comment on va faire pour écrire des nouvelles transactions, parce que c'est vraiment ça le nerf de la vie. Alors, tout d'abord, comment fonctionne une transaction? Donc, une transaction en Bitcoin, c'est que vous prenez tout ce qui a été fait jusqu'à présent, le nombre de Satoshi que vous voulez envoyer et la clé publique de la personne à qui vous voulez l'envoyer. Vous passez tout ça dans une fonction de hachage et ça vous donne votre transaction que vous allez signer. Et vous allez signer parce que c'est vous qui possédez 1, 2, 3, 4, 5 Satoshi. Donc, voilà. Donc là, c'est Satoshi, vous allez les signer et ça va faire une transaction. Et donc ça, c'est en fait, vous attestez sur une feuille de papier sur l'honneur que vous donnez bien ce nombre de Satoshi à la clé publique de Bob, donc c'est-à-dire sur le compte de Bob. Et donc, c'est en faisant cette attestation sur l'honneur, qui est une transaction, que vous allez pouvoir transférer de l'argent à quelqu'un. Dans une blockchain, au lieu de faire une transaction, on va pouvoir écrire des données dans la blockchain. Donc, au lieu d'écrire des transactions, on va écrire des données dans la blockchain. Mais c'est exactement le même principe. Donc, seuls les bitcoins peuvent être dépensés. Donc, vous ne pouvez pas dépenser des choses si vous ne possédez pas les bitcoins. Donc, on ne fait pas de crédit. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très important en bitcoin. On continue. Comment on va faire pour créer des bitcoins? Et donc, en fait, le fait d'écrire ces transactions que vous allez générer dans le registre distribué, c'est quelque chose qui demande du travail. Et donc, pour ça, on va rémunérer des gens qui vont écrire et tenir à jour ce livre de compte. Et donc, c'est ça qu'on va appeler miner des bitcoins. Et donc, à chaque fois qu'une personne va réussir à écrire dans ce livre de compte de manière sécurisée, elle va générer des bitcoins qu'elle va remporter par la même occasion. Donc, ça, c'était l'image. C'est comme au temps des chercheurs d'or, on va chercher des pépites. Mais en vrai, on a des serveurs de calcul qui vont faire des calculs pour essayer de trouver le plus vite possible cette pépite d'or. Donc, je vais rentrer dans les détails pour savoir comment ça marche de trouver une pépite d'or. Alors, pour miner les transactions, il faut résoudre un objectif de hachage. Et à chaque fois que vous faisiez ça, au début, vous gagnez 50 bitcoins. À 10 000 € le bitcoin, c'est très intéressant de posséder 50 bitcoins. À l'heure actuelle, on est plus petit que 6 à peu près bitcoin parce qu'à chaque fois, ça divise par 2. On est à 6 et quelques, à peu près 6. Parce qu'on a fait des divisions successives par 2. Donc, on a eu cet été une division par 2. On est arrivé à 6 bitcoins à la récompense. Ce qui fait que, comme ça décroît à chaque fois, on sait qu'il n'y aura qu'un nombre fini de bitcoins. Parce que si on calcule, quand on arrive à la plus petite unité, on va pouvoir ne plus diviser quelque chose qui est trop petit. Donc, on sait qu'à la fin, il y aura 21 millions de bitcoins qui vont être générés. Alors, comment on va générer ces bitcoins? Donc, on a dit qu'il fallait résoudre un objectif de hachage. Qu'est-ce qu'un objectif de hachage? Donc, c'est prendre un ensemble de transactions plus l'historique et un nombre n, qu'on va appeler un nonce. C'est quoi un nombre n? C'est un nombre de votre choix. Et vous choisissez le nombre. Et le but, c'est que vous choisissiez ce nombre de telle sorte que vous appuyez 2 fois une fonction de hachage, qui est la fonction SHA-256. Et vous obteniez un résultat x qui est plus petit qu'une cible. Et donc, c'est qui est plus de 0 au début. À l'heure actuelle, on est à 18 0. Voilà. Et ces 18 0, c'est parce que pour trouver ça, c'est en moyenne, on met 10 minutes. Donc, il faut qu'en moyenne, les gens qui cherchent ces nombres cherchent par énumération successive de tous les nombres possibles pendant 10 minutes pour arriver à trouver un nombre tel qu'il ait un résultat qui soit plus petit qu'un nombre qui commence par 18 0. Donc, voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que les mineurs, ce qu'ils font, eh bien, ils commencent à prendre des nombres au hasard, des nonces. Donc, ils en prennent 1,
Donc, je ne sais pas, vous pourrez prendre par exemple 42, faire le calcul. C'est plus grand que la cible. Donc, vous essayez 43, vous essayez 2020, vous essayez, etc. Et donc, vous tirez des nombres jusqu'à ce que vous en ayez un qui fonctionne et qui ait un objectif de hachage plus petit que celui que vous voulez atteindre. Une fois que vous avez trouvé ça, si vous trouvez un nombre qui satisfait ça, je ne sais pas moi, peut-être 3 au hasard, et bien là, c'est gagné, vous avez gagné des bitcoins. Et au passage, vous avez validé une transaction. Donc, voici comment fonctionne Bitcoin et comment vous pouvez à la fois valider des objectifs de hachage et récupérer des récompenses. Donc, si vous prenez la blockchain, vous allez avoir des personnes qui vont valider vos transactions. Donc, ça va être aussi des mineurs. Mais ils n'en sont pas forcément rémunérés pour ça. Donc, on peut imaginer plusieurs types de blockchains. Et donc, la seule stratégie pour miner avec cet objectif de hachage, qui est une preuve de travail, donc c'est de faire une brute force. Donc, ça, c'est pour les preuves de travail. Et donc, vous allez montrer à tout le monde que vous avez bien fait votre preuve de travail en exhibant le nombre que vous avez trouvé. Et ce nombre-là, vous allez le signer. Ça va être une preuve que c'est vous qui l'avez bien trouvé. Donc, voici comment ça fonctionne Bitcoin. Donc, voilà. Donc, on ne va pas stocker toutes les transactions, mais on va stocker les hash des transactions. On va inclure aussi la date. Voilà. Des termes techniques pour vous dire qu'on va avoir une structure de données efficace pour pouvoir stocker tout ça et faire des calculs très, très rapides. Donc, voilà comment fonctionnent les preuves de travail et ce qui va nous permettre de valider des choses. Ce qui peut se passer, c'est que, par exemple, on va avoir deux personnes qui trouvent en même temps un nombre et ce n'est pas le même et qui vont avoir validé des transactions différentes. Eh bien, seule une des deux va être acceptée. Et donc ici, c'est celle du bas là, qui est acceptée parce que c'est la plus longue en termes de nombre de blocs validés. Ça veut dire que les transactions qui sont ici ne sont pas validées. Non validées. C'est ce qu'on appelle des orphelins. Et donc ici, on a une courbe qui vous représente le nombre d'orphelins qu'il y a par jour. Donc, c'est non négligeable et non validé et pas de Bitcoin généré. Donc, une fois qu'on a compris le fonctionnement de Bitcoin, on va pouvoir voir est-ce qu'il existe des alternatives. Alors, c'est ce que je vais appeler des altcoins. Donc, à la suite de Bitcoin, ça va bien faire plus de 10 ans, il y a des tonnes et des tonnes de crypto-monnaies qui ont vu le jour. Donc là, j'ai mis plusieurs logos de crypto-monnaies qui existent. Nous les avons classifiés en 4 catégories. Donc, tout d'abord, des bitcoins ou des coins pourris qui sont juste des arnaques, en fait. Des gens montent des crypto-monnaies pour arnaquer les gens. Donc, ils vendent les crypto-monnaies qu'ils ont minées dans leur garage. Et les personnes qui vont les acheter, après, vont se retrouver avec des crypto-monnaies qui n'ont pas de sens ou qui n'existent plus. Donc, ça, c'est vite détecté et c'est vite banni par la communauté. Après, il y a des clones de Bitcoin. Donc, comme par exemple Guncoin, Podcoin, Pokercoin, qui sont des Bitcoins, parce que Bitcoin est un logiciel à code ouvert, où les gens vont les utiliser pour un certain usage. Donc, par exemple, vous pouvez dire, moi, je fais du poker et je n'accepte que des gens qui ont des poker coins pour jouer à ma table de poker. Moi, je vends des armes et je n'accepte que des gun coins pour acheter des armes. Donc, ça vous permet d'avoir des monnaies locales qui marchent pour acheter certains produits. Donc, ça, c'est possible. Après, on a des autres monnaies où le fait de miner est moins énergivore. Parce que j'ai oublié de dire, pour miner, la puissance de calcul qu'il faut pour tout ça est vraiment très, très grande. Et du coup, on a des alternatives. Donc là, j'ai mis Primecoin qui demande de générer des nombres premiers pour miner. On a Foldcoin ou Purecoin qui demande de déplier des protéines en médecine pour pouvoir miner. Et enfin, on a des dernières catégories. Ce que nous, on aime faire en recherche, c'est chercher des nouvelles preuves de travail pour dire on ne va pas faire la preuve de travail classique qui consomme trop d'énergie, donc on va inventer des choses. Donc, il y a des gens qui ont inventé des preuves de participation, proof of stake, sur lequel Peercoin est basé, des preuves de capacité ou d'espace, qui est basé sur Burstcoin ou SpaceMin, ou des preuves de retrouver des fichiers sur Permacoin.
Donc ça, c'est des nouveaux paradigmes pour essayer de consommer moins d'énergie et d'avoir des paradigmes efficaces aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ben, je vais arriver à la conclusion. Non, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas si vous en avez sur le petit onglet Q&R. Voilà. Donc, un crypto-monnaie Bitcoin est basé sur une preuve de travail. On a vu qu'il y avait des alternatives. Une preuve de travail, c'est satisfaire un objectif de hachage. Créer une crypte de la monnaie, c'est miner, c'est-à-dire valider les transactions des autres pour tenir le livre de compte distribué. Et ça récompense les mineurs. Miner, c'est une tâche difficile et comme c'est difficile, c'est ça sur laquelle repose la sécurité de Bitcoin. Par contre, ça consomme de l'énergie. Il faut bien savoir que si vous perdez votre clé secrète qui est associée à votre portefeuille de Bitcoin, vous perdez tout. Et donc, c'est irréversible. Il n'y a pas d'onglet pour dire « j'ai perdu ma clé, veuillez me le rendre ». Donc, voilà. Donc, il faut vraiment avoir une certaine hygiène de vie. Et il faut savoir qu'il existe deux monnaies, Monero et Zcash, qui sont des monnaies crypto comme Bitcoin, mais dans lesquelles les transactions et les participants sont anonymes. Donc, si on veut avoir plus de confidentialité, c'est possible aussi. Alors, pour revenir au sujet de la journée, qui est la blockchain. Attends, Pascal, je vais te couper. On a une question et qui, Oui. je crois que Ouais, bien en lien avec… je te la laisse poser. Ouais, avec Madame Terrasse. Quelle est la taille du marché en équivalent euro aujourd'hui? Et sur quelle richesse se fonde cette monnaie? Quel est l'objectif de cette monnaie en fait? Alors, pour Bitcoin, en fait, le marché, c'est ce que j'ai montré au début. Ça dépend de l'offre et la demande. Donc, il est monté à plus de 15 000 euros le Bitcoin. Et là, il est redescendu. Il était redescendu à 3 000 il y a quelques mois. Et là, il est remonté à 10 000. Donc, ça, c'est de la spéculation comme si vous spéculiez sur l'or, en fait. C'est la même question que si vous me posiez le marché de l'or. Et le marché de l'or, ben, ça dépend de l'offre et de la demande, en fait. Donc, ça, c'est le cours du Bitcoin. Après, le marché, c'est plutôt à quoi ça sert. Et à quoi ça sert, c'est d'avoir une monnaie décentralisée. Donc, c'est une monnaie dématérialisée qui ne se base pas sur une autorité centrale. C'est-à-dire que tout le monde peut justement miner cette crypto-monnaie et générer des bitcoins chez soi. Donc, c'est ça la révolution de Bitcoin. Donc, c'est vraiment ça l'intérêt de Bitcoin. Pour revenir à la blockchain, on va avoir les mêmes propriétés si on ne veut pas cet intérêt monétaire et d'avoir un taux de change. On peut juste vouloir stocker des données. Et c'est ce que fait la blockchain en offrant la possibilité d'avoir un registre distribué. Il est distribué parce qu'il est partagé entre tous, infalsifiable parce que personne ne peut écrire ce qu'on a écrit et valider dans le passé, donc on ne peut pas mentir. Donc on ne peut pas être corrompu parce que si on a écrit quelque chose il y a 2 ans, eh bien, c'est dans la blockchain et pour pouvoir le changer, il faudrait qu'on ait une puissance de calcul tellement grande que ce n'est pas possible. Auditable parce que c'est public et donc tout le monde peut vérifier, donc auditable et vérifiable. Voilà. Et décentralisé parce que tout le monde a une copie. Je pense Maintenant que se pose la question de la gouvernance. Qui peut Pascal, gouverner? Oui. Ce que Madame Terrasse fait remarquer, c'est qu'effectivement, votre exemple avec l'or, c'est physique, alors que le Bitcoin ne l'est pas en fait. Ah, le Bitcoin est aussi physique en fait. Hein. Une clé, c'est un fichier que vous pouvez imprimer et ça vous donne votre numéro de compte et qui contient votre argent parce que votre argent est stocké dans tous les ordinateurs de toutes les personnes qui participent au Bitcoin en fait. Donc, tous les participants ont une copie du nombre de Bitcoin que vous avez et vous avez la preuve avec votre clé que vous y faites. Vous y avez bien droit à cela. En fait. Donc, c'est pour moi très, très physique en fait. Et ça se matérialise parce que le fait que vous ne voulez pas la perdre ou la faire voler, vous la stockez sur des clés sécurisées. Donc, peut-être que Étienne pourra nous montrer une des clés qu'il a où il possède certains Bitcoins, mais c'est une clé USB sécurisée sur laquelle on peut stocker sa… Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment un côté physique très, très profond. Et on a vu dans les nouvelles qu'il y avait des gens qui avaient des bitcoins sur un ordinateur, que l'ordinateur a été perdu ou mis à la poubelle. Eh bien, ils ont perdu physiquement leur bitcoin. Ce n'est pas juste dématérialisé. Donc, ça a une vraie réalité physique pour moi. Donc, ça, c'était mes derniers slides, juste pour parler de la gouvernance. Qui peut écrire? Donc, dans Bitcoin, on est ici. Et donc, c'est public.
Mais on peut imaginer des blockchains publiques où tout le monde peut écrire. On peut aussi imaginer des blockchains hybrides où certaines personnes ont des pouvoirs particuliers pour hybride ou pour écrire, ou des blockchains privées où seuls des membres d'un consensus, d'un consortium, peuvent participer au consensus. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle que j'ai écrit un ouvrage, les blockchains en 50 questions, accessible chez Duno, qui reprend 50 questions que les gens se posent sur la blockchain. Donc, c'est par question. Les questions sont abordables à tout le monde. Et il y a des encas pour les gens qui veulent aller plus loin sur les mathématiques, encore plus loin que ce que j'ai présenté dans cet exposé. Mais sinon, la plupart des questions sont abordables pour le grand public. Merci pour votre attention et je serai ravi de répondre à vos questions avant de laisser la place à Étienne et Marius. Merci beaucoup, Pascal, pour toutes ces informations bien intéressantes. Alors, si vous avez des questions, peut-être à l'oral, c'est maintenant. Sinon, toujours dans cet onglet QR. Et nous allons passer à l'intervention donc du représentant de Dom Raider, Étienne. C'est à toi. Pas de questions pour Pascal, donc vous m'entendez bien? Pas de questions et on t'entend très bien, donc tu peux partager ton écran. Je vais faire. Et allez. Juste peut-être pour compléter ce que Pascal vient de nous présenter, on réfléchit avec le pôle de compétitivité CIM à organiser un prochain atelier justement sur la base du travail très pédagogique que Pascal présente dans son livre, en fait, pour vraiment aller un petit peu plus loin sur ces questions de blockchain et se poser les bonnes questions par rapport à son cas d'entreprise. Donc, on réfléchit à faire un atelier autour de ça et vous aurez un petit questionnaire tout à l'heure pour savoir si ça vous intéresse d'aller plus loin sur ces questions de blockchain. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Je vous remercie. C'est à moi? Allez-y, Étienne, merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, du coup, c'est une petite intervention de 10 minutes. Je vais vous parler d'un produit qui s'appelle Auctionity, qu'on a développé chez Dom Raider, qui est une solution de vente aux enchères en fait, qui utilise la technologie blockchain. Et à travers ça, je vais vous montrer ce que la blockchain peut apporter et par contre, à l'opposé, les problématiques qu'elle peut poser. Donc, il y aura un peu moins de formules que Pascal, ça va être un peu plus théorique, mais tout aussi intéressant, j'espère. Donc moi, c'est Étienne Roudet, je suis Product Manager d'Auctionity, donc je m'occupe de toute la roadmap technique du projet Auctionity. Et c'est moi qui gère les développements et leur suivi. Donc Auctionity, c'est un produit de la société Dom Raider. Société Dom Raider donc, qui a été fondée en 2013, il y a maintenant 7 ans, et dont le produit original, qui existe encore aujourd'hui, c'était de vendre des noms de domaine expirés. Et ces noms de domaine expirés, ils étaient vendus principalement aux enchères. Et donc en 2017, on avait plus de 15 000 enchères qu'on avait réalisées, qui avaient transité sur notre plateforme Dom Raider. Et on a commencé à se poser la question, comment est-ce que toute cette expertise qu'on a acquise sur la vente aux enchères, comment est-ce qu'on pourrait la rendre utilisable en dehors du contexte de la vente de nom de domaine et vraiment en faire partager quiconque pourrait en avoir besoin. On a réalisé donc en 2017 ce qui s'appelle une ICO. Donc c'était concomitant en fait avec l'explosion des crypto-monnaies qu'on a pu voir sur le graphe de Pascal tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait l'équivalent d'une levée de fonds, mais en crypto-monnaie et pas en euros traditionnels. Donc cette ICO, elle était basée sur la promesse du produit Auctionity, qui était donc un système de vente aux enchères basé sur la blockchain. Pour commencer à réfléchir à ce produit entièrement décentralisé de vente aux enchères,
on s'est demandé qu'est-ce qu'attendent les personnes qui participent à des enchères. Et on a isolé quatre points principaux techniques qui nous semblaient indispensables. Le premier, c'est qu'il faut que ça soit gratuit. C'est-à-dire que si je suis un enchérisseur, j'ai envie de pouvoir placer une enchère gratuitement. Si jamais je perds l'enchère à la fin, il ne faut pas que ça m'ait coûté d'argent. Donc, je veux pouvoir participer à une enchère gratuitement et je veux pouvoir enchérir gratuitement. Et l'opposé, c'est en tant que vendeur, je vends un produit aux enchères, et ben, j'ai envie que ça soit également gratuit et que je n'ai pas à payer des frais d'un prestataire tiers ou je n'ai pas envie d'avoir à payer des frais pour gérer les participations à mon enchère. Le deuxième point qui est extrêmement important, c'est qu'il faut que ça soit rapide. C'est-à-dire, si jamais je place mon enchère à 14h15, il faut qu'elle soit prise en compte à 14h15. Il ne faut pas qu'elle soit prise en compte à 14h20. Parce que sinon, sinon la première personne qui va placer une enchère n'aura pas la garantie que c'est bien elle qui a la main et c'est problématique. Donc, il faut que ce soit rapide. Il faut une garantie de livraison. C'est-à-dire qu'en tant qu'acheteur, quand j'ai payé, que j'ai gagné une enchère, je veux la garantie que je vais obtenir ce que j'ai acheté. Et le corollaire, la garantie de paiement, c'est-à-dire qu'en tant que vendeur aux enchères, je veux la garantie que j'obtiendrai bien l'argent une fois que l'utilisateur aura obtenu le bien. Et ben pour ces deux derniers points, on s'est vraiment rendu compte que la blockchain pouvait vraiment fortement nous aider. Une technologie de blockchain en particulier qui n'a pas été citée par Pascal, c'est la technologie Ethereum, qui aujourd'hui, je pense, c'est en termes de volume d'échange la deuxième plus grosse blockchain après Bitcoin. Et cette technologie-là, Ethereum, je ne vais pas rentrer dans le détail complet, mais elle permet, en plus de faire des transactions purement monétaires, elle permet également de faire des applications décentralisées. C'est-à-dire qu'elle permet à un système informatique de fonctionner de manière décentralisée avec les mêmes garanties que les transactions financières sur Bitcoin. C'est-à-dire, dans le cas qui nous intéresse ici, mon contrat d'enchère peut être sur la blockchain Ethereum et il peut garantir qu'à la fin de l'enchère, le vendeur obtiendra l'argent et que l'acheteur obtiendra le bien. Comment ça fonctionne concrètement, cette logique d'application décentralisée? Elle fonctionne parce qu'en fait, il y a besoin de faire confiance à personne. C'est pour moi un des points clés de la blockchain, c'est qu'au final, il y a du fait que la technologie soit décentralisée, pour participer à une enchère sur Auctionity, ce n'est pas la peine de faire confiance à Dom Raider, ce n'est pas la peine de faire confiance à une banque, ce n'est pas la peine de faire confiance à un commissaire-priseur. L'intégralité des transactions va être décentralisée et va donc être exécutée par un grand nombre de personnes et vérifiée surtout par un grand nombre de personnes, ce qui va permettre de garantir que même si une personne défaille, même si tel ou tel membre de la chaîne n'est pas fiable, en fait, la masse va compenser cette perte et fait qu'on aura toujours une chaîne de qualité et on a besoin de faire confiance à personne. Donc, Ethereum peut nous aider dans ce cas-là précis, c'est-à-dire que lorsque je crée une enchère, le vendeur va pouvoir déposer en garantie son bien, l'acheteur va pouvoir déposer en garantie son paiement et la blockchain va se charger à la fin de l'enchère de procéder à l'échange de manière complètement garantie. Et de ça est donc né Auctionity. Donc le produit Auctionity, au final, qui se retrouve être un mix entre Christie's, donc une maison d'achat traditionnelle, un eBay pour le côté dématérialisé, numérique, et une grosse composante blockchain qui permet donc de garantir ce que j'ai présenté précédemment. Donc le résumé qui vous permet qui est écrit en bleu en bas, qui vous permet du coup d'avoir un peu de vocabulaire. Donc Auctionity, c'est ce qu'on appelle une DApp pour Decentralized Application, donc une application décentralisée sur la blockchain. Donc sur la blockchain Ethereum, pour mettre en vente des NFT en Ether, l'Ether étant le nom d'une crypto-monnaie qui circule du coup sur la blockchain Ethereum. Et
un NFT, c'est un bien physique qui est porté sur la technologie, Ethereum. C'est avoir en fait comme une preuve de propriété, c'est-à-dire que je ne transfère pas évidemment le bien physique à travers mon ordinateur, mais je transfère le titre de propriété. Comme pour une œuvre d'art, je peux avoir un certificat d'authenticité et ça serait ce certificat-là que je transmettrais. C'est le principe du NFT. DeSign et Auctionity. Et si vous vous rappelez bien sur les attentes qu'on avait, il en reste deux autres, qui étaient la gratuité et la rapidité. Et là, du coup, la blockchain, c'est plutôt un problème quand on veut garantir ce genre de choses-là. Alors, Pascal expliquait tout à l'heure qu'entre deux blocs Bitcoin, il fallait attendre 10 minutes. Donc sur Ethereum, c'est un peu plus court, c'est 14 secondes. Pascal expliquait également que lorsqu'on fait une transaction, on est obligé de récompenser les mineurs. Donc c'est le principe du gas sur Ethereum. Donc la technologie blockchain, certes, elle a des avantages en niveau traçabilité, niveau historisation des transactions. Mais le contrepartie, c'est que c'est quelque chose qui coûte cher et qui est long. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir un bloc toutes les 14 secondes sur Ethereum, ça veut dire que si je place mon enchère à midi 14, midi pile et qu'elle n'est prise en compte qu'à midi et 14 secondes, c'est-à-dire que potentiellement, quelqu'un qui va placer une transaction à midi et 7 secondes, il peut se retrouver dans le même bloc que moi et du coup, je n'ai pas la garantie que c'est moi qui aurai la main sur l'enchère. Donc là, on arrive sur un des plus gros problèmes, une des plus grosses problématiques de la blockchain. Peut-être, Étienne, excusez-moi, juste une question. Auparavant, comment s'assurer de la livraison dans votre processus d'enchère? Alors sur la livraison, c'est le concept du coup de NFT, qui veut dire token non fongible en français. Globalement, l'idée, c'est qu'on ne transfère pas le bien physique, c'est qu'on transfère uniquement le titre de propriété, parce que le titre de propriété est valide sur la blockchain. C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'une pièce Bitcoin, mais qui est unique et qui est liée du coup à un seul, qui n'est pas duplicable, qui est clairement unique. C'est-à-dire que je pourrais émettre un titre de propriété, par exemple, qui dit que ce titre de propriété vaut pour je sais pas, ça peut être un bien numérique, par exemple une œuvre d'art digitale. Ça peut être un ticket d'entrée dans un concert, par exemple. Pour du bien ça peut être un bien immobilier, par exemple. Voilà, donc là, je peux vous donner un exemple. Par exemple, ça peut être un titre de propriété immobilière. Il y a un projet qui existe qui s'appelle Unchained Immo, avec qui j'ai déjà eu l'occasion d'échanger, qui donc commence ce travail là-dessus à dématérialiser les titres de propriété des biens immobiliers, des transactions immobilières sur la blockchain. Donc aujourd'hui, il faut bien voir, petite parenthèse, cet écosystème blockchain, c'est un écosystème qui est émergent, qui est en train d'arriver. Donc il n'y a pas encore, tous les acteurs ne sont pas encore là. Donc aujourd'hui, c'est difficile tout n'est pas transformable facilement en preuve de propriété sur la blockchain. Mais il y a de plus en plus de choses. Donc, on voit que ça arrive sur l'immobilier, on voit que c'est déjà très présent pour tout ce qui est biens digitaux. Et il y a de plus en plus d'acteurs qui arrivent pour tokeniser, on va dire, des biens de plus en plus variés. Merci, Étienne. Je vous laisse continuer, pardon. Merci. Donc oui, j'expliquais du coup que la partie blockchain, du coup, elle a un pendant qui est qu'elle coûte cher et qu'elle est lente. Ça, c'est pour vous introduire du coup une des principales problématiques de la technologie qui est inhérente à la plupart des blockchains, c'est comment monter en puissance, comment arriver à faire toujours plus de transactions pour un temps toujours plus rapide et pour un coût toujours moindre. Ça, c'est une problématique. Il y a beaucoup de manières de l'approcher. Il y en a qui sont plus ou moins satisfaisantes. Mais c'est quelque chose vraiment, si un jour si vous vous lancez dans un projet blockchain, c'est quelque chose à vraiment prendre en compte. Dans quelle mesure est-ce que mon projet va avoir besoin d'être rapide? Dans quelle mesure mon projet va avoir besoin de pouvoir traiter un nombre important de transactions? Et dans quelle mesure mon projet, le corollaire de ça, c'est que du coup, ça va coûter plus d'argent de produire plus de transactions. Sachant que du coup, plus il y a de transactions simultanées sur la blockchain, plus les mineurs du coup vont avoir tendance à demander des frais importants parce que du coup, ils vont être en position de force. Donc, je vais vous introduire rapidement pour terminer une manière dont nous, on a chez Dome Raider scale la blockchain.
très rapidement. C'est qu'en fait, donc, vous voyez bien la représentation de Pascal avec les petits carrés qui se suivent, qui représentent une blockchain. L'idée, c'est de pouvoir créer une chaîne parallèle à celle-ci qui utilise exactement les mêmes primitifs cryptographiques qu'il a présentés pour qu'elle puisse, entre guillemets, être capable de valider une transaction, pour qu'elle puisse être capable de se comprendre entre elles. Et l'idée, donc, c'est d'avoir une sidechain que l'on peut reconfigurer pour, par exemple, avoir des blocs beaucoup plus réguliers, avoir des transactions qui ne coûtent pas d'argent à produire, puisqu'elles sont validées, sur une autre preuve que la preuve de calcul, par exemple, sur de la preuve d'autorité. Et une fois qu'on a accumulé suffisamment de transactions sur cette blockchain, eh bien, on va aller les fusionner sur la blockchain principale, qui va être capable de comprendre ce qui s'est passé et de bien valider toutes les signatures, vu qu'elle partage les mêmes primitives. Et elle va faire, une fois qu'il y aura cette fusion, à ce moment-là, les actions vont être effectuées réellement. Donc, il y aura réellement, par exemple dans le cas d'Auctionity, ce qu'on a fait, c'est que l'ensemble du processus d'enchère se déroule sur cette chaîne secondaire. Et c'est uniquement une fois que l'enchère est terminée qu'on va aller pousser le résultat sur la chaîne principale, que la chaîne principale va pouvoir interpréter tout ce qui vient de la chaîne secondaire et procéder à l'échange réel entre le bien et l'argent qui a été donné. Voilà, c'était pour introduire rapidement, le temps arrive au bout, une possibilité de monter en capacité de la blockchain qu'on a présentée. Donc pour conclure, la blockchain a de très forts avantages. C'est-à-dire qu'elle permet notamment tout ce qui est traçabilité, authentification, elle permet des choses très fortes là-dessus, mais elle a également des inconvénients par sa conception. Donc du coup, il faut bien prendre en compte, bien connaître les problématiques qui vont être posées sur une blockchain avant de se lancer sur un projet. Je vous remercie. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Merci beaucoup, Étienne, pour cette présentation qui permet de mettre un peu en perspective toutes les informations que Pascal nous avait données. Alors, pas de nouvelles questions dans le chat. Ah, si j'en vois une. Pourquoi le logo Interreg sur le premier slide? Bon, je vais me permettre d'y répondre rapidement. Le webinaire est organisé dans le cadre du projet européen, donc Block for Coop, que j'ai présenté très rapidement en introduction, qui est un projet qui est soutenu par le programme Interreg Sudway, donc l'Interreg qui comprend le Portugal, l'Espagne et en France les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et la partie Auvergne. Et non pas Auvergne-Rhône-Alpes, uniquement l'Auvergne. Et donc, il est proposé dans le cadre de ce projet dont CIM, le pôle de compétitivité, et Clermont-Auvergne Métropole sont partenaires. C'est un projet qui a pour but de sensibiliser et d'accompagner les entreprises sur la technologie blockchain pour leur permettre de voir si cette technologie-là peut répondre à leurs besoins. Donc, il y a une multitude d'activités qui sont organisées, dont les webinaires auxquels vous participez actuellement. Une autre question d'un des participants. Les enchères, du coup, ne sont validées qu'à la fin de la vente, dans ce que vous avez expliqué, Étienne. L'échange, le processus, les enchères sont validées. En fait, oui, peut-être l'échange. Oui. La question. La sidechain, elle a les mêmes propriétés que la chaîne principale, c'est-à-dire qu'elle est auditable. Il faut signer les transactions pour qu'elles soient valides dessus. Donc, en fait, en temps réel, l'enchère, on peut voir les enchères qui sont placées, on peut voir si on a la main, on peut voir si on a la plus haute enchère. Et tout ça, toute cette chronologie d'enchères, on va dire, elle est garantie par la sidechain. Ce qui n'est validé qu'à la fin de la vente, ce n'est même pas une validation, c'est l'échange du bien contre l'argent. Ce que je précise pas, c'est qu'en amont du déroulé de l'enchère, on va bien sûr exiger du vendeur qu'il dépose son bien sur la chaîne principale et que les enchérisseurs, bien sûr, aient déposé un fonds de garantie suffisant pour couvrir leurs enchères sur la chaîne principale. Ainsi, la chaîne principale, elle possède l'argent et elle est capable de procéder à l'échange. Donc, les enchères sont validées en temps réel et c'est juste l'échange à la fin qui est poussé sur la chaîne principale. D'accord. Oui. Ouais, tu vois l'autre question? Il y a plein de questions. Alors, pourquoi Ethereum et pas une autre blockchain qui propose également des smart contracts?
Alors, on en avait essayé plusieurs. Voilà, on avait regardé. Donc là, on revient en 2017. Hein. On a essayé plusieurs types de techno, de blockchain. Ethereum avait l'avantage qu'une partie de la levée de fonds qu'on avait faite avait été réalisée en Ether et que du coup, ça nous faisait un pool d'utilisateurs de départ qui étaient familiers de cette technologie et qui pouvaient du coup plus facilement rejoindre le projet. Est-ce que le coût en temps semblait venir du calcul de l'annonce entre chaque enchère? Alors, le coût en temps, oui, sur la blockchain principale, c'est clairement ça. C'est le Ouais. coût du calcul du nom, de l'approche de travail. C'est exactement ça. Alors, merci pour vos questions qui viennent compléter le débat et la discussion. On va poursuivre avec la seconde intervention. Encore merci, Étienne. Et donc, nous allons laisser la parole à Marius de chez BeWise qui va nous présenter le projet Plastic Twist. Alors, oui, tout à fait. Attendez, il faut que je partage mon écran. Donc, moi, je vais vous parler de Plastic Twist, qui est un projet qui avait été financé par la Commission européenne afin donc de favoriser une économie circulaire autour de tout ce qui concerne le recyclage, la réduction d'utilisation et la revalorisation du plastique déjà utilisé. Donc, en fait, l'idée de cette présentation va être plus de montrer comment en fait, la blockchain peut s'inscrire dans un procédé, disons, industriel, comment est-ce que la blockchain peut s'inscrire dans un produit final et quelles sont les motivations qui poussent à utiliser la blockchain au sein d'un système informatique. Donc, tout d'abord, je vais vous donner une petite présentation rapide de Plastic Twist. Donc, en fait, l'idée était de favoriser une économie circulaire autour du plastique. Donc, par exemple, l'idée était que si on encourage donc, les citoyens, les personnes locales à se mobiliser en fait, et à les sensibiliser au gaspillage de plastique, on arriverait à créer comme ça une économie circulaire. L'idée étant que, par exemple, moi, en tant que citoyen, j'ai des déchets plastiques. Je vais aller donner ces déchets plastiques à des partenaires. Donc, ça peut être des Fab Labs, ça peut être des inventeurs, ça peut être des artistes. Ces acteurs locaux vont se servir du plastique pour leurs propres besoins. Ça peut être, par exemple, dans le cas de Fab Lab, de refondre le plastique et d'en créer de nouveaux objets, par exemple avec l'impression 3D ou avec la refonte de plastique pour, par exemple, créer des boutons de chemise ou n'importe quoi d'autre. Les inventeurs également. Les artistes peuvent faire bien tout simplement des objets d'art. Et ensuite, une fois que ce plastique est revalorisé, il peut être remis sur le marché, donc par exemple à la vente, auquel cas donc, les citoyens vont aller réacheter donc, ces produits. Et donc, on arrive ici dans une économie circulaire, c'est-à-dire je vends mon plastique à des acteurs qui en font quelque chose, qui me revendent un produit final. Donc, comme ça, déjà, on crée une économie circulaire qui permet de réutiliser le plastique plutôt que d'avoir un cycle linéaire où à la fin de sa vie, le plastique est tout simplement enfoui ou brûlé dans le pire des cas. Et l'autre avantage de cette économie circulaire, c'est que ça participe à une sensibilisation du citoyen qui, du coup, est beaucoup plus au courant du fait que, bien oui, il consomme énormément de plastique et que ce plastique, eh bien, finalement, dans un schéma normal, passe à la poubelle, alors que là, il est conscient de jouer un rôle là-dedans. Donc, ce projet a été financé pendant 2 ans par la Commission européenne. On a commencé en janvier 2018 et donc la période de financement s'est arrêtée en janvier 2020. Et donc, maintenant, on continue donc, plus sur des fonds propres afin de continuer de lancer cette plateforme. Donc, maintenant que j'ai donné le système, en fait, l'idée, comme j'ai dit, ça part sur un système d'achat. Et maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait sur Internet ou dans la vraie vie, de façon générale, pour sécuriser des achats, des transactions. En fait, on peut créer plusieurs modèles de sécurité. Le premier, c'est le modèle des bisounours, dans lequel tout le monde se fait confiance. Du coup, si tout le monde se fait confiance, c'est-à-dire, ah oui, j'ai payé 20 €, tu me dois 5 €. Ah bon, très bien, voici 5 €.
Ça, c'est un modèle évidemment idéal dans lequel on n'a besoin d'aucun système puisque tout le monde se fait confiance. On part du principe que personne ne ment. Mais comme je le dis, c'est le monde parfait des bisounours. Ça ne marche pas dans la vraie vie parce que quelqu'un va toujours finir par mentir ou se tromper dans le meilleur des cas. Ça marche dans un groupe d'amis, mais ça ira jamais plus loin. Quand on monte en volume, on va plutôt avoir on va plutôt avoir tendance à déléguer en fait la confiance, c'est-à-dire qu'on va faire confiance à une personne centrale. Et cette personne va être la personne qui dit telle personne a payé 20, tu lui dois 5. Et ainsi, comme ça, on va juste déléguer sa confiance à cette personne. Donc, cette personne va centraliser donc, tous les besoins de sécurité. Et donc, ça va simplifier en termes d'économie donc, la sécurité, puisqu'il n'y a qu'une seule personne qui doit se protéger des attaques. Donc, c'est le modèle qui est utilisé dans à peu près tous les systèmes de transaction, puisque cet intervenant central sera par exemple une banque. Une banque qui, donc, évidemment, régulera toutes vos transactions. Le problème de ce système, c'est que, eh bien, il faut faire confiance à l'organisme central, la banque. Par exemple, comment est-ce que je suis certain que la banque n'a pas inventé des transactions? Comment est-ce que je suis certain que la banque n'est pas allée blanchir l'argent des mafias? Comment est-ce que j'ai confiance que la banque n'a pas, je ne sais pas, moi, donné des prêts illégaux à des personnalités politiques? Eh bien, fondamentalement, on ne peut pas vraiment. Donc, à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est qu'il y a des suspicions, ça prend énormément de temps, etc. Donc, c'est un modèle qui est bien, mais si la confiance en l'entité centrale est rompue, toute la chaîne est rompue, on ne peut plus faire confiance à quoi que ce soit. Donc, c'est un peu le problème de ce modèle. Et donc, on arrive au dernier modèle, qui est celui finalement qui a été amené par la blockchain, où en fait, l'idée, c'est que on ne va pas faire confiance à un individu. On va simplement faire confiance au fait que la majorité des personnes dans le réseau ont intérêt à ce que les transactions soient sécurisées et soient valides, qu'il n'y ait pas de fraude. Et si on part de ce principe-là, que la majorité des personnes ne veulent pas frauder, ou en tout cas ont tout intérêt à ce que les autres ne fraudent pas, eh bien, on peut avoir une confiance assez raisonnable en fait, dans la sécurisation des transactions. Alors, ça repose sur des modèles mathématiques qui sont plus compliqués, que je ne vais pas exposer, que Pascal a un petit peu commencé à expliquer avec les consensus. Mais en fait, c'est dans ce modèle-là que s'inscrit la blockchain, c'est-à-dire je n'ai pas besoin de faire confiance à un individu, je vais simplement faire confiance à l'ensemble des acteurs, ou en tout cas à la majorité des acteurs. Et la blockchain donc a amené ce modèle de confiance qui permettait justement de mettre en place un système dans lequel on a besoin de faire confiance à personne, un système en particulier dans lequel personne ne se trouve au-dessus des autres. Il n'y a aucun supérieur, tout le monde est égal et tout le monde participe à part égale dans la confiance, dans la sécurisation des transactions. Et en fait, c'est pour ça que nous, dans Plastic Twist, on s'est tourné vers une blockchain en fait, parce qu'on allait avoir des transactions, on allait avoir des échanges de monnaie et on n'avait pas envie en fait de passer dans une confiance centralisée parce qu'on se disait c'est risqué, il y a toujours le risque que l'acteur central se fasse pirater, que l'acteur central, je ne sais pas, moi, décide de ne plus s'intéresser au projet et décide de tout arrêter. Tandis qu'avec une blockchain, ça ne peut pas marcher tant qu'il y a des personnes intéressées, le système fonctionnera. Et tant qu'il y a des personnes intéressées, le système sera sécurisé. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on est parti dans cette optique. Et donc, en fait, notre blockchain fait partie de simplement un environnement de tout un écosystème Plastic Twist, parce qu'évidemment, Plastic Twist, ça n'est pas uniquement notre blockchain, il y a tout un environnement qui a été codé autour. Donc, évidemment, il y a notre blockchain qu'on a codé donc, avec Hyperledger Fabric, donc, qui est une troisième blockchain par rapport à Bitcoin et Ethereum. Un de ses avantages, en fait, c'est qu'elle ne repose pas sur la proof of work dont a parlé Pascal. La proof of work est très consommatrice d'énergie. Évidemment, dans un produit où on veut limiter le gâchis de plastique, si on dit oui, on limite le gâchis de plastique en augmentant la consommation électrique, ce n'est pas une bonne idée. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on est passé là-dessus. Une autre des raisons, c'est que en fait, c'est quelque chose de très modulable, qui est très applicable justement dans le modèle d'entreprises qui se font confiance ou simplement d'entités qui se font confiance. Très facile à programmer, donc on a codé nos smart contracts en Go. Et ensuite, pour que
cette blockchain soit facilement utilisable, on a aussi créé une API web. Donc, simplement un site web qui permet à d'autres applications d'utiliser la blockchain. Par exemple, on a également codé une application mobile pour que chaque citoyen ait accès directement sur son mobile à son portefeuille PlasticTwist sur lequel il voit l'état de son portefeuille, combien il lui reste, la quantité de transactions, toutes les transactions qu'il a faites, et s'il veut payer quelqu'un, il peut le faire avec son appli mobile. Et également, il y a une marketplace qui a été codée par un de nos partenaires qui, en fait, permet aux acteurs de vendre leurs produits de plastique réutilisé, revalorisé. Donc, sur cette plateforme, ils vont pouvoir mettre en vente leurs produits, donc soit une vente classique, soit aux enchères, comme chez eBay. Et donc les participants, les citoyens participants pourront payer donc soit avec l'appli mobile, soit directement sur la marketplace. Et dans les deux cas, pourront interagir avec la blockchain grâce à l'API. Et donc, voilà, c'est la fin de cette présentation. Donc, voilà, le but était de vous présenter un petit peu comment est-ce qu'une blockchain peut être intégrée dans un processus industriel, et j'espère avoir pu expliquer ça de façon assez claire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marius, pour cette seconde présentation tout aussi intéressante. Alors, Estelle, est-ce que des questions? On a une question. Où en est le projet concrètement? Est-ce qu'on peut y participer? Alors, le projet, en fait, on a eu, sur la fin du projet, on allait le lancer, puis on s'est rendu compte qu'il y avait des soucis au niveau légal, parce que, donc, en fait, ça rentre, par exemple, dans la régularisation française. Ce sont des monnaies, des monnaies locales et alternatives. Donc, il y a beaucoup de régularisation. Et comme c'est un projet européen, il faut faire ça, mais au niveau européen. Donc là, en fait, on règle pas mal de détails à ce niveau-là. Et ensuite, là, on finalise. En fait, il y a en parallèle de ça, en fait, on s'est rendu compte que la marketplace devait être améliorée. Donc là, on est dans une phase également d'amélioration de la marketplace. Et voilà, donc le problème, c'est que comme ça fonctionne sur des financements qui sont du coup plus délicats en ce moment même, puisqu'on n'a plus le financement de la communauté européenne, ça avance plus lentement. On n'a pas de date exacte, mais voilà, le but est quand même de lancer le projet d'ici la fin de l'année prochaine. Ça veut dire qu'on peut vendre sur cette marketplace, on pourra vendre son plastique? Alors, c'est l'idée. En fait, l'idée, c'est qu'on pourra le vendre, et après, évidemment, il faudra des participants, enfin des acteurs qui pourront effectivement le racheter pour effectivement le revaloriser. Voilà, c'est ce principe d'économie circulaire où, oui, on vend le plastique et ensuite, on se met d'accord avec l'acheteur sur qui vient le chercher, comment on le délivre. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est plutôt sur une économie locale, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple d'aller le donner à une association de quartier que de parcourir 400 km en voiture pour aller donner une bouteille de plastique. Merci. Bien, merci pour ces réponses. Une note qui vient d'apparaître. Quelle place pour BeWise dans son projet? Quel est le bénéfice? Alors, BeWise a été ici, en fait, donc on a codé la blockchain. Pour nous, ça a été en fait, l'occasion pour BeWise Research, donc le pôle recherche de BeWise, de se familiariser avec la blockchain, d'avoir une expertise qui a directement été utilisée dans d'autres projets, et également, donc en fait, là on a eu un savoir-faire, donc par exemple la marketplace et tout ça, qui maintenant sont en étude en fait pour être réutilisés dans d'autres projets internes. Donc pour nous, effectivement, ça ne fait pas partie de notre cœur de métier, mais le but était d'acquérir une expertise qui maintenant donc, est réutilisée dans d'autres projets. Voilà, donc par exemple, là, on a ProRegister qui, du coup, repose également sur Hyperledger Fabric. Et on essaye également donc, de réutiliser des parties du projet pour de nouveaux projets qu'on est en train de monter pour l'entreprise. Une autre question qui vient d'apparaître. Quelle est la plus-value de cette marketplace par rapport à tout ce qui est déjà en place? Recyclage, reprise des éléments électroménagers par Darty et autres? Alors en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus orienté local que grosses entreprises. Donc par exemple, tout ce qui est recyclage, Darty, etc., ça va être quelque chose
effectivement, qui va fonctionner avec des grosses entreprises et on reste assez fondamentalement dans un cycle de vie assez linéaire. C'est-à-dire que Darty va reprendre notre machine à laver et globalement va la jeter. Il ne nous le dit pas comme ça, mais c'est ce qui se passe dans 90% des cas. Donc déjà, on a une économie qui est circulaire et de l'autre côté, on va également avoir en fait une implication de la personne, du citoyen qui participe, parce qu'on se rend compte que ce genre de projet participe également complètement à aider les gens à prendre conscience en fait des déchets. Au contraire, les grandes entreprises comme Darty vont dire vos déchets ne sont pas un problème. Là, ce genre de projets sont plutôt là pour dire vos déchets peuvent être réutilisés, mais pensez à les réduire tout de même. Et c'est là-dessus, en fait, par exemple, il y a une appli de gamification dont le but était de justement donner des quiz et des jeux éducatifs qui permettent en fait aux personnes de se rendre compte qu'effectivement, des actions peuvent être faites sur une initiative personnelle et locale pour réduire leurs déchets plastiques. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, effectivement. Merci Exactement. Marius de rappeler ça. Merci. Juste pour conclure, peut-être Loïc, on va vous passer un petit sondage que normalement vous allez voir apparaître à l'écran. C'est Pierre de Digital League qui va nous faire ça, simplement pour connaître votre intérêt par rapport à un prochain atelier. Voilà. Et Loïc, je te laisse conclure. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Si vous en avez, bien entendu, on pourra les prendre en dehors du webinaire si vous en avez d'autres. Oui, il ne faudra pas hésiter à nous recontacter et puis nous ferons circuler les questions. Alors, merci à tous pour votre participation. Vous avez été nombreux, c'est toujours intéressant. Merci pour vos questions qui ont permis de faire avancer le débat et la discussion. Et puis, surtout, un merci particulier à tous les partenaires de ce webinaire qui ont permis de le rendre réel. Donc, en premier lieu, à Pascal Lafourcade, merci pour son intervention. Et à Marius et Étienne au titre de DomRaider et de BeWise qui nous ont présenté de beaux projets et qui ont mis en perspective l'utilisation de la blockchain. Merci à Estelle aussi pour le recueil des questions et merci à Digital League pour le prêt de son outil de webinaire, pour l'enregistrement de cette vidéo. Je le rappelle, elle sera mise à disposition. Le lien vous sera communiqué si vous souhaitez revisionner le webinaire. Merci Pierre pour ta présence et ton aide sur cet outil-là. Donc, nous vous laissons répondre au sondage qui est « Seriez-vous intéressé pour participer à un atelier ?» qu'on espère en présentiel, si toutes les conditions sont réunies, puisque c'est toujours mieux quand même de faire quelque chose en physique pour aller plus loin. Donc voilà, merci à tous. Merci beaucoup.